Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est qui en pôle, le podcast qui décortique les championnats du monde de vitesse moto. Aujourd'hui, c'est le numéro 168 et on va vous parler du 9e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé au Sachsenring en Allemagne. Et pour ce numéro, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Paul d'abord, qui est de retour parmi nous. Salut Paul, comment ça va ? Salut tout le monde, tout va bien, content d'avoir pu suivre la course, beau GP, on va pouvoir débriefer ça. Yes, avec plaisir. Et puis fidèle au poste, on accueille Pierre également. Salut Pierre. Salut à tous, toujours champion du monde, super content d'être là avec un setup qui marche pour tout le monde. Ça a été un peu galère. Ouais, c'était un petit peu difficile ce soir, mais on est là. Allez, sans plus attendre, on passe aux news, si vous le voulez bien. Et pour ces petites news, c'est principalement en Moto 2. On va commencer par la Moto 2 avec Marcel Schroeter qui remplace Denis Unju, mon chouchou blessé pour la team KTM Ajo. Joe Roberts, lui, est déclaré apte après s'être cassé la clavicule il y a une semaine. Et puis Philippe Salac, lui, est déclaré inapte par contre après une violente chute en essai à Assen et une commotion cérébrale. Il ne sera pas remplacé pour cette semaine. Et puis enfin, Marcos Ramirez qui prolonge en 2025 avec American Racing Team. Un petit commentaire, messieurs, sur ces petites news en Moto 2. Un petit chose bizarre quand même, c'est apte inapte, c'est un petit peu la loterie à chaque fois. Ouais, je vais commencer. Je trouve ce qui est dommage quand même, c'est que Philippe Salac a dû être revu par la direction de course pour savoir s'il pouvait rouler ou pas. Je trouve ça quand même bête de pas juste faire comme en rugby ou dans d'autres disciplines. C'est que par défaut, il y a un temps d'arrêt obligatoire et qu'il n'est pas obligé de revoir le pilote, de le faire venir sur place et de dire oui, c'est bon, tu peux rouler ou pas. Joe Roberts, c'est ambitieux de rouler avec sa clavicule cassée. C'est clair. Ouais, bon après, ils sont pas faits comme nous. Juste pas fan de la façon dont ils présentent les choses sur les réseaux sociaux, genre Calcium. Franchement, on pourrait peut-être s'en passer de cette façon de voir les choses. S'il veut absolument rouler, pourquoi pas, mais c'est pas forcément recommandé. Oui, il y a un côté viriliste qui est un peu désagréable. Qu'est-ce que tu en penses, Paul ? Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pensais commotion cérébrale. En fait, il y a même pas à discuter. En fait, c'est arrêt et terminé. En fait, tu prends ton grand prix de repos, voire 2 grands prix de repos. Et je pense qu'il devrait mettre des protocoles tout simplement. Ouais. Commotion cérébrale, c'est tant de temps de suspension médicale entre guillemets. Et oui, le côté quel homme de rouler. Oui, quel homme de rouler blessé, mais on en connaît d'autres très bons qui l'ont fait, ça leur a pas forcément réussi, et sur une saison à plus de 20 GP, pas sûr que ce soit très intelligent peut-être d'hypothéquer ses chances. Maintenant, bon, il y a la trêve qui arrive, mais voilà, c'est pas... Oui, je suis d'accord aussi, c'est pas forcément génial, même s'ils sont impressionnants, il y a d'autres façons de communiquer dessus. Ouais, et puis il y a blessure et blessure, enfin une clavicule pétée, c'est pas juste un bleu et un hématome à la hanche droite, quoi, donc c'est vrai que juste reconnaître qu'on est blessé et qu'on va pas performer, c'est peut-être plus honnête que de penser qu'on est un surhomme. Mais et sur ce que tu disais tout à l'heure, Paul, là, sur l'histoire de la procédure, est-ce que aussi Pierre avait touché du doigt à l'instant, ça fait des mois, voire des années qu'on dit à C'est qui en pôle, qu'on est aussi favorable à ce genre de procédure. Malheureusement, la direction de course n'a pas l'air d'écouter C'est qui en pôle. mais ce serait c'est plus qu'urgent là, parce que plus avec les pelles qui se mettent, j'ai l'impression qu'ils sont quand même avec les airbags qui sont quand même très violentes, parce que les motos vont plus vite, elles accrochent mieux, donc potentiellement les motos, les chutes sont plus lourdes. Il serait vraiment très urgent de montrer l'exemple, en tout cas pour les fans, pour tout le monde. On voit des accidents à peu près tous les mois de jeunes pilotes qui ont 4-5 ans chuter et se blesser. Si ça pouvait aussi calmer les ardeurs des parents, ce serait pas plus mal aussi là-dessus. C'est peut-être un peu pieux, mais... Moi, je suis d'accord. Et sur une note plus joyeuse, la signature de Marcos Ramirez, je pense que c'est une bonne chose pour le team American Racing. L'année dernière, ils ont fait un peu n'importe quoi avec leurs pilotes. On l'avait signalé ici, ils avaient viré leurs 2 pilotes en cours de saison. Bon, là, il y a Joe Roberts qui performe et Marcos Ramirez qui est prolongé, donc c'est mieux. On est bien d'accord.
Un petit mot, Paul, sur Ramirez? Content pour lui, en plus il est pas dans une mauvaise équipe, donc c'est très bien, c'est un pilote qu'on est habitué à voir sur la grille, donc parfait, tant mieux pour lui. Absolument. Eh bien, on va passer aux news de MotoGP avec d'abord Rémi Garner qui vient remplacer Alex Rins qui est blessé aux Pays-Bas, qui s'est blessé aux Pays-Bas pour Yamaha, et puis Aleix Espargaro qui est lui aussi blessé, ne roulera pas ce week-end après une petite tentative en première partie d'essai. Voilà, donc Alex Rins, grosse blessure, évidemment, on souhaite de récupérer le plus vite possible, et ça montre aussi que les corps sont fatigués, parce que Rins, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il court. On voit que, à moins de s'appeler Marc Marquez, c'est évidemment les corps récupèrent beaucoup plus difficilement des blessures, et aussi se blessent plus facilement. Ouais, tout à fait. Pour Alex Rins, c'est un pilote qui chute. Mais quand il chute, il se blesse souvent. Enfin, sa chute à la scène, elle était extrêmement impressionnante. Ouais. Le high-side qu'il fait. J'espère qu'il va pouvoir se remettre durant la trêve estivale. Par contre, je trouve ça bien de voir Rémi Gardner revenir en MotoGP. On sait qu'il était parti par la petite porte après une saison compliquée avec KTM Tech 3. D'ailleurs, il n'a pas forcément démérité, même s'il n'a pas spécialement brillé, mais il n'a pas démérité, je pense, pour ce remplacement au pied levé. Donc, on sait la moto qu'il a. Voilà, et puis il n'a jamais conduit de cette moto, donc non, c'était pas mal. C'est clair. Moi, justement, il n'a pas fait pire que Rins, qui est le pilote titulaire habituel. En partant de ce constat-là, on peut dire que c'était un week-end réussi. C'est clair. Sans transition, on passe à la Moto E, si vous le voulez bien, et c'est Pierre qui s'est chargé du petit compte rendu pour cette catégorie. Ouais, j'ai essayé de faire court, mais c'est passé quand même quelques trucs. Donc, on a une pole de Zacone devant Gutiérrez et Spinelli. Garzo partira de la 4e position, Jordi Torres 5e et Granado 6e. En course 1, donc Gutiérrez fait un bon départ et prend la tête, mais se rate au freinage du T1 et va écarter. On a une grosse chute de Granado au T2 qui va tomber à l'intérieur du virage en cherchant à éviter Gutiérrez, justement, qui a recoupé la trage juste devant sa roue et qui l'emmène, en fait. Granado est éjecté sur l'extérieur du virage, donc grosse frayeur parce qu'il va traverser alors toute la piste sous les roues de ses concurrents. La chute est lourde et le pilote quasiment inconscient. Heureusement, personne ne l'a percuté. Encore une fois, on a vraiment eu beaucoup de chance. Surtout que les motos sont assez lourdes dans cette catégorie. On a également une grosse chute de Pontonnet à signaler. Donc Pontonnet qui a percuté le pilote devant lui sur ce gros freinage collectif qu'il y a eu en arrière de peloton. Donc on a un drapeau rouge qui est déclenché assez rapidement. Granado va être évacué par ambulance. Un examen à l'hôpital va montrer qu'il a une commotion cérébrale, justement. Il sera gardé en observation 48 heures. Voilà, pour lui, il va bien, pas de fracture. Enfin, il va bien dans la mesure où il a quand même une commotion cérébrale. Et qu'il en avait déjà eu une l'année dernière, donc attention à lui. Gutiérrez, lui, va écoper d'un double long lap pour cette grossière erreur de se sentir un peu seul sur la piste quand il est revenu. La course va repartir pour seulement 5 petits tours, donc Gutiérrez va prendre le meilleur sur ce second départ sur Zacone et Garzo. Garzo va dépasser Zacone à l'entame du second tour. Gutiérrez prend le premier long lap et va chuter. Course assez calme pour le reste. Pour cette catégorie, on va noter un long lap également pour Casadei et une bataille pour la 4e position dans le dernier tour entre Torres et Ferrari, remportée par le pilote italien. Donc on a Garzo qui termine premier de cette course, Zacone 2 et Spinelli 3. Ferrari, on a dit 4e, Torres 5, Ponce 6. Casadei 9e malgré le long lap, et à signaler, tous les pilotes rentrent dans les points parce qu'ils étaient que 15 à l'arrivée. Merci beaucoup. La deuxième course maintenant ? Ouais. Alors déjà, quand tu lances le replay de la séance qui dure 7 tours en Moto E et que tu vois que la séance dure 2h12, tu te dis que soit à MotoGP.com ils ont dû rater le montage vidéo, soit il s'est passé un truc, et effectivement un gros truc, genre un déluge. Les motos étaient en place sur la grille quelques minutes avant le départ quand il s'est mis à pleuvoir beaucoup, retardant le départ d'1h30. Et quand ça finit par partir, c'est encore extrêmement humide et ça part avec des pneus de pluie. Donc, on a un all shot de Gutiérrez suivi par Garzo et Zacone. Spinelli, lui, prend le meilleur sur Zacone, son coéquipier, donc. Et Garzo prend le dessus ensuite sur Gutiérrez pour la tête. Zacone ne semble pas à l'aise dans ces conditions humides et perd vite du T1, 5e. Garzo, lui, se montre au contraire dans son élément et il va creuser l'écart sur Spinelli qui avait pris la 2 à Gutiérrez.
Torres va se démener plusieurs tours pour prendre la 3 également à Gutiérrez. Et enfin, donc, on a Garzo qui s'impose devant Spinelli et Torres. Gutiérrez 4, Zaccone 5, Ferrari 6. Au championnat, donc Garzo avec ses 2 victoires à la tête du championnat avec 179 points. On a Casale deuxième, 154 points. Et Gutiérrez a noté 150 points. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Tu veux commencer par parler de quoi, Pierre, sur ces 2 courses Moto E? Ouais, on peut parler de Gutiérrez. Ça m'a choqué. Alors, je trouve qu'il a été... Oui, il a eu une pénalité pour ce qu'il a fait. Ça m'a quand même choqué son mouvement. Genre, je me réinsère dans la circulation entre le T1 et le T2 sans faire gaffe aux gens qui arrivent plus vite derrière moi pour prendre ce T2. Et clairement, Granado, il pouvait rien faire sur cette action. Qui aurait pu être beaucoup plus dramatique en termes de blessures. Donc je trouve que le double long lap c'était une sanction gentille. J'aurais préféré qu'il soit disqualifié pour cette course. Ouais, c'est clair. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, écoute, j'ai vu la c'est course. En fait, on attend des pilotes qui dans ces cas-là utilisent leur cerveau, et clairement Gutiérrez il a semble-t-il oublié de rebrancher son cerveau avant de revenir sur la piste et de se dire qu'il y avait peut-être des copains qui arrivaient derrière. Et comme tu dis, je pense que pour l'exemple, au moins, ça méritait une sanction un peu plus exemplaire qu'un simple double long lap. Après, c'est toujours pareil avec ces sanctions. On ne sait pas trop ce qui se trame derrière, comment c'est négocié, comment c'est discuté. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'était un petit peu pas assez cher payé en tout cas. Paul, qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Bah moi de mon côté, alors je sais pas d'où il vient ce brave garçon, ce qu'il a fait avant en tout cas comme championnat, mais moi j'ai noté l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Il rentre, alors c'est pousse-toi de là que je m'y mette effectivement, donc il met Granado par terre. Moi je pensais qu'il allait se faire rouler dessus très honnêtement, donc heureusement que c'est pas le cas. Ensuite il reste 4 tours et monsieur prend 4 longues laps. Donc à un moment le calcul est quand même assez vite fait. Il rentre dans son premier long lap, il arrive à s'en coller une. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? De toute façon, sur une course qui fait 5 tours, il reste 4 longues laps à faire. De toute façon, tu vas finir dernier. Il y a rien à aller gagner, à part tranquillement faire ses pénalités. La course elle est finie, il reste une course 2 et voilà, terminé. Et là non, il rentre comme s'il n'y avait pas de lendemain dans le long lap. Il se passe ce qui doit se passer, ça glisse tout de suite et voilà, fin de course. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que les long laps qu'il a pas effectués, parce que c'est quand même une pénalité qu'il a pris, est-ce que du coup c'est reporté ou est-ce que c'est quelque chose qui est effacé et voilà, ça je me suis pas renseigné non plus. Mais pour moi c'est pas ça faisait longtemps que j'avais pas regardé du Moto E. Et c'est pas un pilote qui marque des points. Non, pour ta question, il me semble qu'on avait déjà eu le cas en MotoGP et que les long laps sont pas reconduits d'un GP à l'autre. Ok. En gros, vu qu'il est tombé, c'est considéré comme s'il avait eu sa sanction, ce qui n'est pas du tout le cas. Je te rejoins, mais J'étais en train de regarder d'où il venait Gutiérrez. Oscar Gutiérrez, et il faut pas confondre avec Esteban, qui lui était pilote Formule 1. Mais j'arrive pas à trouver beaucoup d'infos. Bref, on va peut-être passer sur cette histoire. Garzo, lui, il est content parce qu'il prend la tête du championnat, ou il l'avait déjà, la tête du championnat peut-être. Garzo était 4ème, même avant l'Allemagne. Ah ouais, donc c'est une belle opération donc pour Garzo qui est, on le rappelle, était 4ème avant l'Allemagne et qui donc passe la premier du championnat avec 25 points d'avance. Donc très bonne opération. Après il reste évidemment quelques courses en Moto E. Qu'est-ce que c'est plat ce que je raconte, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire malheureusement. Non, voilà, oui, belle opération. Moi je trouve toujours ça chouette les courses de Moto E à regarder. On va pas le. Enfin, si je le répète à chaque fois, tant pis pour vous. Mais ouais, je trouve ça chouette à regarder. Et là, malheureusement, avec la pluie, bon, pour le regarder en direct, ça aurait été compliqué. Mais ouais, n'hésitez pas encore une fois à regarder ces courses qui sont toujours sympathiques. Et ça rappelle aussi, avec ce qui s'est passé avec Gutiérrez en course 1, que quand on n'utilise pas son cerveau, ce que ça peut donner comme situation dangereuse en moto. Voilà.
Ouais, Garzo, bonne opération, c'est bien pour lui. Alors il reste que 2 rounds avec l'Autriche et Misano, parce qu'après du coup le championnat s'arrête, donc ça fait 4 courses. Ouais, s'il est bien parti, après ça va très très vite dans cette catégorie, les leaders changent souvent. Juste un petit bémol sur les 2 courses ce week-end quand même, qui n'étaient pas les plus belles qu'on ait pu voir depuis le début de saison. C'est vrai. Merci de me contredire. Non, c'est vrai, c'était pas les plus belles, mais ouais, j'aime bien. C'est pas très long, quoi. Oui. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, taisez-vous à jamais et on passe à la Moto 3 si vous le voulez bien. C'est moi qui vais vous raconter ce qui s'est passé dans cette catégorie avec en Q1 c'est Olgado Bertele qui se qualifie pour la Q2 et Esteban et puis finalement la pole est pour VGR devant Alonso et Lunetta. On a eu une flopée de sanctions pour plus de la moitié des pilotes Moto 3 ensuite, avec une partie qui va partir de la pit lane pour une circulation lente sur la ligne. On a Farioli, Bertele, Watley et Esteban du coup qui sont concernés par ces pénalités. On en a d'autres qui pour la même raison ont un double long lap, donc Masri, Carraro, Rossi, Lunetta et Sorutusa. Et puis il y en a qui ont un seul long lap, c'est Yamanaka, Almanza, je vais y arriver, Ortola et Nepa. Et puis enfin, on a 3 avertissements pour Ogden, Suzuki et Furusato pour la même raison. Donc ils se sont dû se régaler à écrire les lettres de sanctions à la direction de course. J'espère qu'ils ont un modèle, parce que sinon ils ont dû s'ennuyer. Mais voilà, on va pas revenir sur le débat sur les sanctions, bref. Bon départ, je vais me passer à la course. Bon départ de VGR et Lunetta qui va devoir faire donc, je le rappelle, 2 long laps. Furusato, lui, remonte à la 5e position sur les premiers hectomètres, il était parti 8e. Au deuxième tour, Munoz, l'Espagnol, est passé 2e et le leader de la course et du championnat VGR chute dans le waterfall, virage à droite après un long passage de virage à gauche. Le Néerlandais s'est laissé surprendre, Munoz donc prend le lead. Lunetta fait son premier long lap à la fin du T3, il ressort 14e. Quelques instants plus tard, David Alonso prend le dessus sur Munoz et prend la tête du coup de la course, mais derrière ça suit bien et on a un gros paquet de pilotes en tête de la course. Ortola et Nepa à leur tour font leur unique long lap. Ortola manque d'ailleurs de percuter son coéquipier Yamanaka en sortie de ce long lap. Juste après, Munoz lui se fait une grosse frayeur et fait sortir Furusato à l'extérieur, mais le japonais réussit à rester sur ses roues après un passage en cross dans le bac à gravier. Ça profite bien sûr à Alonso qui a un petit matelas de sécurité en conséquence. Yamanaka prend un nouveau long lap pour un faux départ. On est au 6e tour de course, ça paraît très compliqué pour lui. Alonso compte une demi-seconde d'avance sur Fernandez. Derrière ça se bagarre un peu, ils sont tous très limites sur le pilotage, on sent que ça se bagarre beaucoup. Au 8e tour, Fernandez amène Rueda et Furusato au contact du leader Alonso, mais celui-ci gère parfaitement la pression, en tout cas pour l'instant. Ortola enchaîne les bons chronos après son long lap, il est 12e. Aussi, il tourne bien plus vite que le leader et finit par raccrocher le wagon des 12 premiers, loin devant les suivants. Il reste 12 tours pendant ce temps-là à Alonso qui commence à profiter des bagarres derrière lui. Rulestone, l'Australien, est à 2 doigts de se prendre une belle pelle après un contact avec Picara. Le rattrapage est fantastique, mais lui fait perdre beaucoup de temps et beaucoup de place. Il tombe à la 15e position. Pendant ce temps, Rueda est revenu sur Alonso, mais lui non plus ne réussit pas à prendre le dessus sur le leader. Alonso est très régulier pendant cette course. Rueda se fait ensuite dépasser par Furusato. Petit échange de place entre les 2 premiers pilotes, mais ça ne durera pas longtemps. Alonso finit par conserver la tête. Et à 7 tours de l'arrivée, Alonso, Rueda et Furusato font un léger break sur les suivants. Mais Alonso n'est toujours pas plus inquiété que cela pour l'instant. En tout cas, la bagarre est surtout entre Rueda et Furusato. Et pour la première fois de la course, Furusato parvient à mener le Grand Prix à 6 tours de l'arrivée. Mais Alonso reprend la tête assez vite. Ortola remonte comme un boulet de canon et parvient à raccrocher le podium provisoire. Rueda, qui suivait Alonso, se bourre après un blocage de la roue arrière dans le freinage du premier virage. La chute est inévitable, mais sans bobo pour le pilote. Dans le dernier tour, Alonso est toujours en tête. Furusato colle à ses échappements, mais ne parvient pas à passer dans la première partie du dernier tour, ni dans la seconde d'ailleurs. Furusato est d'ailleurs pas loin de se bourrer après une petite glissouille de l'arrière dans le dernier tour. Victoire donc de David Alonso, Furusato deuxième podium pour lui. En Moto 3, Ortola complète le podium.
Fernandez est 4ème, Picard 5ème, Yamanaka 6ème. Au classement, Alonso toujours en tête du championnat avec 179 points, Ortola 2ème 121 points, Olgato 3ème 120 points et Veger 115 points. Voilà, donc pas grand chose à dire sur Alonso. Enfin si, le féliciter d'abord parce que c'est une course qu'il a menée quasiment de bout en bout et qu'il a maîtrisée parfaitement en tout cas. Ouais, effectivement, c'était maîtrisé de bout en bout. Je l'ai mis point faible trop fort pour ce garçon. C'est facile à dire, mais c'est 6 victoires en 9 courses. On sait que cette catégorie, c'est rarement les mêmes qui gagnent 2 fois de suite. Pour comparaison, là, Alonso, il est sur une saison à la Joan Mir en termes de points à mi-parcours. Donc Joan Mir qui a fait la saison de Moto3 la plus dominatrice de l'histoire de la catégorie, qui finissait à plus de 340 points à la fin de la saison. Donc là, il est à 179 points, le garçon David Alonso, ce qui est énorme. Rien à dire, je le voyais pas exploser comme ça cette année. Il était fort, mais là, bravo, tout en maîtrise. Donc 6 podiums en 9 courses, je l'ai dit, mais en fait, il fait 8 top 5 en 9 courses surtout. Donc il n'y a qu'une fois à Rérez où il est 11e. Donc bravo au garçon, il m'impressionne et qui continue comme ça. Paul? Ouais, bah super pilote. Moi, je pensais, comme beaucoup de fois en Moto3, qu'il allait mener, qu'il allait faire comme beaucoup en fait, mener toute la course. Et puis dans les 3 derniers tours, ça allait être la foire d'empoigne et qu'il finirait loin. Pas du tout. Ultra impressionnant. Moi, j'ai beaucoup apprécié la démonstration. Ça faisait un moment que j'avais pas vu de Moto3. Là, j'avoue, il met la barre assez haut. Ouais, alors c'est un peu moins rigolo à regarder du coup. En tout cas, ouais, mais c'est différent aussi parce que là tu sens parce que mine de rien il y a quand même de la bagarre. Hein. Quand ils débarquent à 3-4 de front, ils sont quand même toujours complètement fous. C'est clair. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Puis là de voir quelqu'un justement qui arrive à jouer soit devant, soit être bon à la bagarre. Enfin, il est bon partout en fait. Il arrive vraiment, quelle que soit la physionomie de course, à sortir son épingle du jeu. Je trouve ça impressionnant, donc c'est bien pour la suite. Oui, puis derrière, ils font pas semblant. Hein. Enfin, quand on regarde la course, on se rend bien compte que tous les autres pilotes essaient de ramarrer comme ils peuvent et donnent tout pour ramarrer, mais n'y arrivent pas. On peut se dire, là, vu l'avance qu'il a au championnat, hein, qu'il pourrait rester en congé, en vacances jusqu'à Misano, début septembre, rater donc Silverstone et l'Autriche et toujours être en tête du championnat. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Vraiment, 50 points d'avance dans cette catégorie, à ce niveau-là, de la saison, c'est beaucoup. C'est clair. Et pour Veger, à l'inverse, dommage pour lui, hein, parce qu'il avait commencé très bien son week-end, il avait maîtrisé quasiment de bout en bout les essais, et malheureusement, il fait une grosse chute. C'est ballot. Ouais, il finit 18e hors des points parce qu'il repart quand même, mais oui, il était sur une bonne série, Veger, avec les 5 Grands Prix précédents, et il avait fait 4 podiums. Il reste dans le coup aujourd'hui pour la deuxième position entre Ortola qui est 2e avec 121 et lui qui est 4e avec 115, c'est serré. Voilà, faut pas qu'il lâche et puis on le reverra de toute façon. C'est clair, on le reverra. T'avais noté Furusato aussi, Pierre. Furusato pareil, il m'impressionne. Alors plus par coup d'éclat ce garçon parce qu'il avait fait un podium au Qatar déjà à l'ouverture de la saison. Il m'a impressionné dans le fait que surtout il s'est pas laissé décontenancer, c'était 2-3 tours de l'arrivée ou 2 tours de l'arrivée, il sort complètement dans les graviers et en plus il coupe pas les gaz, il revient sur la piste et il vient se battre pour ce podium, donc bon bah je recommande pas de faire ça chez vous mais visiblement ça lui a réussi, donc tant mieux de pas avoir lâché. Et rapidement aussi sur Rueda, je sais pas à quoi est dû sa chute, si c'est vraiment juste un blocage de l'arrière ou s'il y a un problème avec sa boîte de vitesse. J'ai vraiment cru qu'il avait serré le moteur avec ça, parce que c'était vraiment impressionnant sa chute, surtout à cet endroit-là. Ouais, alors ça arrive vite. Ça arrive vite et il est vraiment objectivement très surpris par le blocage de roue. Donc c'est vraiment ça qui a effectivement laissé penser à un problème technique. Parce que bon, faut quand même appuyer fort sur le frein arrière pour le bloquer. Ouais. Même si surtout que la plupart du temps la roue est carrément levée, donc ouais pour la bloquer comme ça autant de secondes avec ce panache de fumée, on voit bien que le pneu il a cuit quoi. Impressionnant.
Paul, un dernier mot sur la catégorie avant qu'on passe au Moto2 ? Non, on a tout résumé pour moi. Très bien. Je vais laisser la parole à Pierre, du coup, sur la Moto2. Allez, Moto2. Donc, on a Vietti, Foggia, Binder et Adius qui sortent de la Q1. En Q2, on a une pole de Vietti qui sort de nulle part. Dixon, P2. Aldeguer partira 3e. En deuxième ligne, composée d'Adius, Gonzalez et Arbolino. Troisième ligne, composée d'Ogura, Morera et Ramirez. On aura Lopez qui part 6e, Roberts 11e, Garcia 13e. Course. On reprend un peu les mauvaises habitudes en Moto2 sur cette course. J'ai trouvé un peu le ronron, quoi. Un peu monotone. On a Dixon qui prend le meilleur départ, mais Vietti va le passer et entame le deuxième tour en tête. On a Arbolino alors 3 et Aldeguer 4. Garcia est déjà remonté à la 8e position. Et on a beaucoup de dépassements pour la tête de course. Garcia et Ogura vont se tirer vers le haut en coéquipier et vont remonter les positions. Arbolino et Aldeguer se détachent enfin devant. 1 seconde les sépare alors d'Arbolino P3. Mais ce dernier va se rater au freinage et va retomber P6. Dixon en profite pour récupérer la 3e position provisoire. Aldeguer va gagner cette course avec plus de 2 secondes d'avance devant Dixon qui finit 2 et Ogura 3e. Le japonais a doublé Morera 4e et Vietti 5e durant le dernier tour pour arracher ce podium. Chantra finit 6, Garcia 7 et Lopez 10. À noter Roberts, donc on a dit qui termine 8 avec sa clavicule cassée. Il sauve des gros points. Au championnat, donc on a toujours Sergio Garcia en tête avec 147 points. Ogura le remonte bien avec son podium à 140 points. Joe Roberts 3e, 123 points. Ouais. Joe Roberts qui montre que il a bien fait de rouler. Comme quoi. En tout cas, d'un point de vue point. Oui. Sur d'autres points de vue, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. N'était pas favorable, mais en tout cas sur le plan purement comptable, c'est gagnant. Belle course d'Aldeguer, hein. Voilà. Ouais, belle course. Ah là, c'est chiant le Moto2, ça y est, ça redevient chiant. Non, c'était... Surtout qu'Aldeguer, il a fait une belle course la semaine passée, mais il avait été pénalisé d'un long lap, donc il a finalement fini 2e. La course qu'il aurait dû gagner, des personnes au micro de ce podcast ont été très critiques avec cette course, avec ce qu'il faisait. Donc là, je suis content qu'il gagne. Il a été suspecté en fin de course peut-être d'un problème de pression de pneus, mais non. Finalement, c'était une fausse alerte. Donc voilà, content qu'il gagne cette course. Si je dis pas de bêtises, c'est sa deuxième victoire cette saison. Donc bravo à lui. Puis ça ajoute un petit peu de dynamisme à ce championnat de Moto2 aussi, accessoirement. Exactement, ouais. Je trouve que c'est une bonne chose aussi qu'il ait gagné, mais bon, il va falloir qu'il confirme maintenant. Parce que pour le moment, il est 4 au championnat, il est assez loin. Je suis assez étonné que ça parle pas trop de Sergio Garcia dans les catégories supérieures, parce que je me faisais la réflexion en regardant les courses qu'au final il est toujours placé. Là, il est en tête du championnat. C'est un des rares dont on parle pas plus haut. Donc c'est étonnant. Après, Aldeguer, voilà, il a un statut, je pense, qui doit être difficile à assumer pour lui, mais il a pas le choix. Il est signé en catégorie Rennes pour l'année prochaine. Il faut qu'il montre qu'il a la capacité à aller plus haut, parce que je pense que il aura pas 10 saisons pour faire ses preuves une fois en catégorie Rennes. Après, il y a des mecs comme Nakagami qui sont là depuis longtemps et qui sont encore là. Okay. Ouais. C'est vrai que les places sont chères en MotoGP. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul départ acté, c'est Alexis Espargaro. Il n'y a qu'une seule montée, c'est Aldeguer. Donc, au jeu des chaises musicales, s'il y a un autre pilote Moto2 qui monte, il faut forcément qu'il y en ait un qui sorte du MotoGP. Je voulais revenir également sur le top 6 composé de 6 nationalités sur ce Grand Prix. Donc ça faisait plaisir à voir. C'est pas tout le temps qu'on voit. Il y avait des Thaïlandais, Anglais, Espagnols, Italiens. Voilà, ça fait plaisir de voir autant de nationalités représentées, parce que dans les autres catégories, c'est pas toujours le cas. Non. Ça change des Espagnols. Ouais. Et je me faisais aussi la réflexion, je l'ai pas noté dans le conducteur, que
que les Kalex sont un peu en train de revenir. Je pense qu'ils ont peut-être trouvé un châssis ou des réglages qui leur conviennent mieux avec ces Pirelli. On a vu notamment Vietti faire la pole et Arbolino être P3. Et pareil, en course, là, on a quand même des résultats assez honnêtes depuis 2 Grands Prix. On a Chantra qui fait 5 et 6. On a Celestino Vietti qui finit 5e sur cette course. Dixon qui fait 2. Je trouve qu'il y a du mieux. Peut-être pas encore au niveau des Bosco-Scuro, mais peut-être que ça va plus être difficile pour les Bosco-Scuro en deuxième partie de saison. On espère pour le suspense en tout cas. Paul, si t'as rien d'autre à ajouter sur le Moto2, tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé en GP ? Eh ben, c'est parti pour le MotoGP. On passe chez les gros bras, du coup... Sortent de la Q1 Raúl Fernandez et Marco Bezzecchi, et en Q2 c'est une pole pour Martin, suivi de Oliveira et Fernandez, donc les 2 Trackhouse en première ligne. Pecco sera 4ème, Quarta, alors j'ai oublié de le noter mais ça doit être 13 ou 14, et Zarco 19ème. On attaque pour la sprint, et donc c'est parti pour 15 tours sur le plus court circuit de la saison avec ses 3 km 6. All shot pour Pecco, devant Oliveira, Martin et Fernandez, mais Martin n'attend pas et passe rapidement le portugais pour prendre la seconde place. Dès le début de la course, ça barde à tous les niveaux. Martin engage la lutte avec Bagnaia, tandis que Vignales et Bastianini passent Raúl Fernandez. Devant, Martin prend le lead et Oliveira parvient également à passer Pecco pour la deuxième place. Martin tente de creuser l'écart alors que Marc Marquez, qui lui a longtemps été bloqué 9ème derrière Binder, remonte. Le rythme de course est installé, malheureusement les places vont rester figées malgré une course qui n'était pas inintéressante. On a donc Martin qui s'impose devant Oliveira, Pecco au 3ème. À noter la très bonne 5ème place de Marc Marquez, prise sur la ligne, et ce malgré des blessures donc à la main et aux côtes, dues à des chutes aux essais. Quartararo finira 13ème et Zarco 17. On enchaîne directement avec la grande course du dimanche. On prend les mêmes, on recommence. Là, le meilleur départ est pour Martin, suivi de Oliveira, Bagnaia et Alex Marquez. Dans les premiers tours, Pecco ne perd pas de temps et s'accroche à Martin avant de le dépasser. Derrière, c'est un revenant, vous rêvez pas, c'est bien Morbidelli qui pointe à la 3ème place. Marc Marquez, quant à lui, a pris un bon départ, il est 8ème. Martin repasse Pecco dès le premier tir de course, quand dans le même temps Vignales, qui était 6ème, tire tout droit dans le bac, mais sans chuter. Ça lui permet de repartir, mais il est loin, il est 18ème. Beaucoup de bagarres en début de course, mais Pecco semble en difficulté. On voit qu'il baisse le rythme, il se fait passer par Morbidelli, encore lui, alors que dans le même temps, Digia rentre au box et abandonne. À la mi-course, Pecco repasse devant l'Italien et s'élance à la poursuite de Martin, qui est une seconde devant. Derrière, c'est Marc Marquez qui fait le spectacle, il passe Oliveira pour la 5ème place et se retrouve juste derrière son frère. Devant, Pecco accélère pour rejoindre Martin, qui force pour rester en tête. On sent que la gestion des pneus va être la clé, parce que le rythme des pilotes change vraiment du tout au tout. On a certains qui vont se mettre à ralentir brusquement, quand d'autres vont pouvoir accélérer. Les écarts fluctuent, les places changent. On voit que ça va être vraiment la clé. Morbidelli, à ce petit jeu, est en perdition. Il est passé par Alex Marquez et se retrouve avec le frère de ce dernier dans les échappements. Pendant ce temps, Bastianini, lui, passe Oliveira, qui glisse à la 7ème place. À 9 tours de la fin, Morbidelli élargit dans le premier virage. Marc Marquez tente de s'infiltrer, mais l'Italien resserre la trajectoire. Les deux pilotes se percutent assez fortement, heureusement sans chuter, ce qui permet à Bastianini de recoller aux multiples champions du monde. Pendant ce temps, Morbidelli, lui, reprend un peu d'espace. Les 5 derniers tours sont très animés. Marc Marquez passe Morbidelli pour la 4ème place et l'Italien se retrouve aux prises avec Bastianini. L'officiel Ducati finira d'ailleurs par le passer. Coup de théâtre devant à 2 tours de la fin, Martin sous la pression de Pecco qui faisait tout pour maintenir, voire réduire l'écart de 7 dixièmes qu'il séparait de l'Espagnol, chute tout seul. Il perd l'avant et offre la victoire à Pecco qui lui n'en demandait pas tant. Derrière, Marc Marquez, qui est en feu depuis sa touchette avec Morbidelli, entame une lutte avec son frère pour le gain de la 2ème place, lutte dont il va sortir vainqueur. On a donc une belle victoire de Pecco Bagnaia devant Marc Marquez et Alex Marquez, les deux Gresini sur le podium.
Zarco finira 17e et Quartararo 11e. Au classement du championnat, on a donc l'actuel champion du monde, double champion du monde même en titre, Pecco Bagnaia, qui est en tête avec 222 points, devant Martin 212 et Marc Marquez 166. Merci beaucoup Paul pour ce résumé très complet de ce qui s'est passé ce week-end en MotoGP. On commence par Francesco Bagnaia, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Au champion l'honneur, là. Pierre? Ouais, Bagnaia, j'ai noté taille patron. Je pense qu'il fait le week-end qu'il faut. Sur ce week-end, Martin avait plus de vitesse, on l'a vu avec sa pole et son record du Tour et aussi sa victoire en sprint. Bagnaia était plus intelligent dans sa gestion de pneus en course longue et a fait le dos rond en sprint et en pole pour récupérer la deuxième position à chaque fois. Donc intelligent dans sa gestion de course et dans son approche du week-end. Ce qu'avait fait d'ailleurs Martin à Assen, hein. Je ne veux pas dire que ça va toujours dans un seul sens, hein. Voilà, il repart de ce Grand Prix en tête du championnat qu'il avait perdu après le Qatar, donc il retrouve cette tête du championnat et j'ai l'impression quand même qu'il est sur une dynamique très, très importante avec 4 victoires d'affilée consécutives en Grand Prix. D'affilée consécutive, ouais, ce qui n'est pas rare. C'est doublement. non, mais oui, c'est comme tu dis, il est dans une bonne dynamique et à l'inverse, Martin, même s'il mène des courses et qu'il est au contact, on sent qu'il a vraiment ce truc en moins par rapport à Bagnaia. Il dégage pas la même forme de sérénité en fait. Ouais. Après, c'est bien peut-être dit, aussi. Martin va pas rester chez Pramac. Il y a un changement qui se profile pour l'année prochaine pour Martin. Il a répété en interview qu'il avait choisi Aprilia parce qu'il préférait se sentir bien dans une équipe et se sentir désiré dans une équipe, ce qui n'est apparemment pas le cas en ce moment. Bref, il n'est pas à mettre à la poubelle tout de suite, hein, loin de là, très loin de là. Il a encore que 10 petits points de retard sur Bagnaia, mais comme tu disais Pierre, il y a une dynamique qui fait que là, le suspense est en train un petit peu de s'éteindre, quoi. Et puis on voit que, moi de mon côté en tout cas, ce que j'en pense aussi, c'est que c'est très bien dit, hein, effectivement, Bagnaia ça paraît beaucoup plus serein, et surtout du moment où ils finissent les courses, en fait, il y en a un qui commence à reprendre sa régularité, quand Martin continue exactement l'inverse, en fait, d'être irrégulier. Oui, il est capable de gagner des courses, oui, il est très bon, il a une très grosse pointe de vitesse, mais si on finit pas, en fait, c'est ok, c'est bien de gagner des sprints, mais lui gagne des sprints, s'il gagne toutes les sprints et que Pecco gagne toutes les longues, à la fin du championnat, c'est toujours le même qui est champion. Donc voilà, là je pense qu'à un moment il va falloir aussi qu'il se mette dans la tête que s'il veut gagner un championnat, il peut pas gagner toutes les courses, tout faire tout devant, sans compter que le choix d'être parti chez Aprilia, c'est une équipe où il sera désiré s'il le veut, mais il vient de se tirer une balle dans le pied pour la réception des développements à partir d'un certain moment de la saison. Je pense que passer peut-être la mi, voire les 3/4 de la saison, on va arrêter de lui envoyer les dernières pièces, etc. et plutôt privilégier le pilote maison qui en plus a re-signé. C'est clair. Ouais, c'est possible. D'autant plus que son team aussi quitte le giron Ducati. Donc, ouais, à voir. Ouais, ça sent, j'allais dire la fin de règne, c'est peut-être un peu exagéré, mais une espèce de déclin, en tout cas, côté Martin. Déclin, toutes choses étant égales par ailleurs. Enfin là, il a chuté sur une course, il est deuxième du championnat avec 10 points de retard seulement. On est d'accord, on est sévère parce qu'il est quand même bon. Plus franchi, je pense que Martin il finira 1 ou 2 au championnat. Je le vois mal descendre en s'écrouler. Après, il peut nous surprendre. Mais j'ai un peu peur pour le mental de Martin. Enfin, on rigole beaucoup sur le mental de Bagnaia. Moi, je pense qu'au contraire, pour un Martin, c'est peut-être complètement bête ce que je dis, hein, mais en tout cas de mon point de vue, il peut peut-être se lancer dans une spirale qui fait que il va en faire toute une montagne de se dire qu'il est peut-être à 15-20 points de Bagnaia et du coup surrouler pour essayer de rattraper un écart qui
voit plus gros qu'il ne l'est réellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Bah, oui, je vois. Mais après, il faut voir, l'année dernière, il avait une bonne dynamique, justement, quand il était en retard de pas mal de points sur Bagnaia. Et quand Bagnaia a commencé à le recoller, à lui mettre la pression, justement, c'est là où il commençait à refaire des erreurs. Donc à voir, peut-être que justement, ne plus avoir le poids d'être leader et d'essayer de creuser l'écart à chaque week-end de Grand Prix, peut-être que juste le fait d'être challenger et de grappiller des points, au contraire, c'est plus une dynamique qui sait gérer. À voir. Paul, un avis sur Martin? Sur Martin, pas vraiment, parce que j'ai tendance à être très sévère avec lui. C'est pas un pilote que j'apprécie beaucoup. Pour moi, honnêtement, alors, Pierre, toi t'es gentil, tu le dis que tu le vois premier ou deuxième. Pour moi, il sera pas premier, parce que il y a dans ce qu'il dit. Alors, je me permets, je sais pas qui a mis la phrase sur le conducteur, mais il dit ma chute, c'est la même que sur le GP à Jerez, que la sprint du Mugello, c'est la même chose et qu'il n'arrive pas à comprendre. Et c'est peut-être bien le souci, ça veut dire que là, donc s'il regarde ses données, c'est peut-être qu'il fait toujours la même chose ou qu'il adapte et il comprend pas d'où ça vient, mais en fait, c'est jamais trop lui le problème. Par contre, quand il gagne, c'est lui le meilleur. Donc j'ai plutôt des petits soucis avec ça quand on voit à l'opposé, justement, certains disaient que Pecco avait pas de charisme pour un champion du monde, etc. Moi, j'ai trouvé que son geste en fin de course là, qui a été relayé par les caméras, où il va voir ces jeunes supporters, il donne ses sliders, etc. Voilà, ça c'est des choses qu'on aime voir. Et là, je me suis dit oui, effectivement, là il est confiant, il se permet de faire ça, c'est beau, ça fait une belle image pour un champion. Et voilà, là il commence moi en tout cas, il marque des points. Voilà, il affirme, voilà, je suis double champion du monde, je suis là, j'ai fait une bonne course. À la fin, j'ai encore le sourire, je suis pas là à aller courir après les caméras tout de suite. Je trouve que c'est voilà, ça c'est ce qu'on veut, en tout cas comme visage pour le championnat. Je trouve que c'est très bien. Je vois plus lui plutôt qu'un Martin qui a ses célébrations bizarres ou ses coups de sang quand ça va pas comme il veut, ou qui accuse des pneus, alors qu'on apprend quelques GP après que c'est pas les pneus en cause. Je te rejoins sur Pecco, son geste était beau d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce que comme tu l'as dit, il a mis dans tout le cérémoniel hyper timé de la Dorna, il a mis le boxon parce qu'il a pris le temps de sortir et d'aller voir les fans alors qu'il aurait dû donner son interview au parc fermé. Et ça, c'était effectivement sympa. Je pense qu'il est content de cette victoire. Il est content de partir en leader du championnat. Il va se marier dans quelques semaines cet été. Il y a la World Ducati Week. Enfin, vraiment, il va passer un été assez agréable, je pense. Et il va bien se reposer. Pecco, il est sur un petit nuage, là. Globalement, tout Ducati est sur un petit nuage. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Gian Antonio a eu un problème technique, mais sinon, à part ça, ouais, effectivement, beau tir groupé des Ducati devant, à part Bezzecchi, mais ouais, c'est pas mal. Ouais, Gresini qui a ses 2 motos sur le podium, c'est beau aussi. Alex Marquez qui là fait un coup d'éclat comme il sait en faire de quelques-uns en saison, on le sait. C'est chouette pour lui. Même s'il se fait doubler par son frère pour la 2e place dans le dernier tour. Mais parlons de Marc Marquez d'ailleurs, si vous le voulez bien. Marquez qui tombe lourdement, qui se blesse un peu, mais qui remonte sur la moto et qui fait podium. Voilà, bel exemple pour les jeunes, bravo. On a dit que Robert ça c'était pas bien, mais là on a l'exemple d'un gars qui fait ça depuis qu'il est sur une moto et où ça marche. Non, il est incroyable. Et le changement il en parle aussi à la fin de la course, mais c'est voyant quand on est devant la télé, le changement de mentalité après la touchette avec Morbidelli, on a l'impression que là c'est bon, il a mis une piqûre, il repart avec le couteau entre les dents, et là c'est pas record de tour sur record du tour, mais c'est des pendules sur pendules, et il remonte, les dépassements ils sont saignants. Non, c'est ultra impressionnant. La petite bagarre avec son frère pour lui rappeler que c'est quand même lui le multiple champion du monde. Non, ça fait plaisir de le revoir à bon niveau. J'avoue que quand j'ai vu que j'étais dispo pour le débrief de ce Grand Prix là, je m'attendais à débriefer une victoire de Marc Marquez. C'est pas le cas. D'ailleurs, ça met fin à 8 ans d'invincibilité sur ce circuit-là, je crois. Ouais, il a quand même déclaré qu'il préférait
cette seconde place avait un goût de victoire et qu'il préférait faire un podium avec son frère que de gagner. En fait, qu'il échangerait n'importe quelle victoire pour un podium avec son frère. Donc, il était quand même très content. Ah, c'est beau. Un petit mot sur Morbidelli qui a fait une belle première partie de course. Ouais, juste quand même, je vais faire le mec sévère envers Marc Marquez, mais clairement, s'il foirait pas autant ces vendredis, il aurait déjà 1 ou 2 victoires cette saison à son compteur et il serait peut-être au même niveau que Martin et Bagnaia au championnat. Je trouve ça dommage. Alors, on soulève, oui, ce qu'il a fait le dimanche, c'est exceptionnel. Oui, il a fait la même chose en France où il est parti 13e, il a fini 2. En Catalogne, il est parti 14e, il a fini 2. Là, il fait la même chose en 13e, finir 2 en étant blessé. C'est incroyable. Et il n'y a que lui qui peut faire ça, bien sûr. Mais juste, arrête de foirer tes vendredis. Arrête de chuter quand c'est pas nécessaire. C'est à toi d'apprendre la moto, les pneus, etc. et d'y aller étape par étape et réussir tes qualifs parce qu'avec ça tu seras mieux. Enfin, il a le talent pour. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas encore sur cet exercice parce que je dirais que c'est anormal. En tout cas, l'année prochaine, il pourra pas se permettre ça dans un team officiel. Ouais, c'était pour trouver un point bémol sur le week-end. C'est tellement pas sévère que c'est réaliste en fait. Donc non, je partage ton avis. Moi, je partage entièrement ton avis. Ça fait partie de ma frustration du week-end. Donc non, je partage ton avis aussi. On peut parler de Morbidelli, ça y est. Morbidelli, ça y est, c'est le réveil. Il s'est mis en route. Il a enfin pris la mesure de sa moto. Alors, il a un peu cramé son capital pneu, je pense. Voilà, mais à un moment donné, il était 2e de la course. Il a fait jeu égal avec Martin et Bagnaia et Bastianini et Marc Marquez sur une bonne partie de ce Grand Prix. Donc, c'était plutôt très bien. Ouais, il fait 5e en sprint aussi, 5e en Grand Prix, donc c'est bien. Ouais, on est content pour lui, parce qu'on guettait évidemment le revival de Morbi, et c'est cool de le voir enfin arriver, ce revival. Il n'a pas encore gagné, mais de là où il part, c'est déjà un revival, un top 5. Ouais, il part tellement... Il était inexistant sur les 2 dernières années. Ouais, de 2,5 j'aurais dit même, ouais. Non, c'est clair. Après, c'est intéressant aussi de voir que là on a eu devant des pilotes en fait qui n'ont pas re-signé de contrat encore, des gens dont on ne sait pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, et on a vu des coups d'éclat ce week-end. Alors est-ce que c'est dû au circuit, les motos, peu importe, ou tout simplement un petit déclic mental parce que il faut commencer à se montrer parce que le mercato mine de rien avance vite. Voilà, c'était qui fait partie de ces gens-là qui pour le moment ne sont pas signés, donc on peut voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en parlant de ça, Gigi Antonio a dit qu'il avait pris sa décision ce week-end. On ne sait pas c'est laquelle, mais il a pris sa décision. Donc les rumeurs les plus probables, c'est VR46 ou Pramac et Yamaha, donc à voir. C'est le sketch de Jonathan Cohen dans le flambeau, non? J'ai pris ma décision. Alors, quelle est-elle? Non, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour prendre une décision. Mais votre décision est prise. Bref, je vais pas le refaire en entier. C'est bien. Mais il y a un peu de ça. Ouais. Tu l'as par contre, on va la garder celle-là. Ah, vous êtes trop gentil. Quelque chose encore à ajouter d'autre sur ce Grand Prix de MotoGP, messieurs? Les Honda, c'est compliqué. Hein. Ah bah oui, bah alors ça, c'est pas un scoop. Les Honda, c'est très compliqué. On a Nakagami. Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Ces machines n'existent pas. Ouais, je pense qu'elles ne courent pas en MotoGP. Nakagami 14, Marini 15. Dans les points. J'ai pas la solution pour eux, mais c'est très, très, très compliqué. Ouais, c'est dur. Hein. Même pour Yamaha, il n'y a même pas un début d'espoir. Hein. À Seine, il y a eu un petit début d'espoir, mais là, effectivement... Quartaro 11e qui finit à 17 secondes, surtout de la victoire, c'est ça. Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Il y a encore du travail, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon pour moi. Un petit mot sur Rémi Gardner, je trouve, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'a pas démérité. Il finit quand même devant Stéphane Bradl, donc c'est à noter.
C'est vrai. Affaire à suivre. Et il finit sa course au moins, pas comme Jorge et Fabio Di Giannantonio. Voilà. Exactement. Bon, bah c'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on se retrouve pas très vite, hein, puisque c'est la trêve estivale, le summer break du MotoGP. Il va falloir donc attendre un peu pour le prochain Grand Prix. Il est à Silverstone, le premier week-end d'août. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Discord pour parler de moto. Merci Paul, merci Pierre, c'était un plaisir. Bah, merci à vous. N'oubliez pas, ceux qui veulent voir de la moto comme cet été, il y a les 8 heures de Suzuka avec Johan Zarco et Barry Baltus, notamment, qu'on connaît en Grand Prix. Et puis, bon, il y a la World Ducati Week avec la course des champions. Bah, il y aura tous les pilotes Ducati, World SBK et MotoGP qui vont se tirer la bourre à Misano avec des Panigale. On a hâte. Merci messieurs. Très bonne soirée. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.